Écoutez, c'est le premier webinaire sous cette forme-là, les collègues. Merci de vous être connectés, de prendre un peu de temps pour cette question de l'hébergement touristique, hein, qui est un des axes que l'on a fait passer la semaine dernière, vous le savez, lors de la feuille de route du tourisme métropolitain, hein, au dernier conseil. Et nous avons souhaité que la Pure et Madame Pelou, qui est connectée, et je l'en remercie, Patricia Pelou, afin qu'elle puisse nous faire état du diagnostic sur cette question qui nous rassemble et qui va être assez importante pour les mois prochains, hein, dès la rentrée de septembre avec la Coupe du Monde de rugby. On a d'autres intervenants peut-être que je ne connais pas forcément, que Florence peut-être vous pourriez nous présenter en complément de ce que je viens de dire, parce qu'on va pas faire un long laïus d'introduction et passer rapidement la parole à la Pure, quoi. Florence? Oui, tout à fait. C'est Sarah. Ok, Sarah. Allez-y, Sarah. On a un petit souci de micro. Ah, on vous entend bien Okay. pourtant. Hein. Alors, ce matin, effectivement, nous avons la présence de la Pure et puis également la présence de Monsieur Panayotis, qui est le PDG de MKG Consulting et du site d'information Hospitality On. Et puis, il pourra se présenter peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Avec plaisir. Ok, donc on passe la parole à Madame Pelou, peut-être? On y va? Bonjour. Merci pour cette invitation. Alors, je ne sais pas, est-ce que le partage d'écran fonctionne? Oui, a priori, ça fonctionne. Donc merci pour… Et je laisse la parole du coup à Patricia Pelou de la Pure pour commencer la présentation. Tu m'entends pas? Merci Sarah, c'est ce que je viens de faire à l'instant. D'accord, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien, merci. Donc pour cette présentation donc, qui en effet concerne l'état de la situation. Donc ce qu'on vous propose, c'est que on fasse tout d'abord un état des lieux des principaux chiffres clés du parc hôtelier dans la métropole, qu'ensuite on évoque l'évolution notamment récente de ce parc ces dernières années, et puis également en dernière partie qu'on parle du parc hôtelier en projet. Donc sur cette image, on a mis en avant donc l'évolution depuis les années 2000 de la fréquentation hôtelière, donc en faisant une distinction donc entre Paris, donc qui est en bleu, la petite couronne, parce on est parti de 2000, donc on a pris du coup la petite couronne. La MGP n'étant pas encore créée, si on prend ces statistiques sur la longue période. Et donc, on voit qu'en fait, les arrivées hôtelières à Paris sont en moyenne 2,2 fois supérieures à celles qui sont dénombrées en petite couronne. Et puis, on constate quand même globalement que les deux courbes, elles se suivent quand même évidemment de façon, elles sont assez similaires, avec une hausse des arrivées hôtelières sur la longue période, hein, jusqu'à la crise sanitaire. Et donc, on voit évidemment cette chute en 2019, mais pas uniquement, puisqu'en fait, on voit que finalement, les crises sanitaires, y compris la canicule de 2003, est quand même sensible, notamment pour la partie dans Paris, moins hors Paris, la crise financière également de 2008, et puis les attentats de 2015. Mais ce qu'on constate, c'est que très vite, en fait, ces variations montrent que Paris est plus impacté, mais qu'en fait, à l'inverse, la crise est assez vite surmontée et que finalement, Paris redevient, enfin, et le Grand Paris, redevient une valeur touristique refuge et réussit à rebondir assez vite. Alors sur ce tableau, ce qu'on voulait montrer, c'était évidemment le nombre de séjours et de nuitées qui augmente très significativement, puisqu'en fait, en 2014, on avait 135 millions de nuitées à l'échelle de la métropole et 154 millions en 2019. C'est vrai qu'on a mis sur cette image, enfin en tout cas un peu à part, l'effet 2020. Donc, on voit une concentration importante à Paris. Sur les tableaux, on a fait les distinctions par département. Et donc, on voit finalement qu'on a une légère, en tout cas une hausse évidemment des séjours en location meublée et aussi notamment dans le secteur non marchand hors Paris.
Donc là, les hausses, elles concernent l'ensemble des départements, sauf finalement les Hauts-de-Seine avec une légère baisse. Et puis hors Paris, les séjours sont notamment de plus en plus importants dans le secteur non marchand. Un élément important qui, en tout cas, qu'on a regardé grâce aux données du CRT, c'est aussi le lien entre le lieu finalement de visite et le lieu de séjour. On s'aperçoit que les statistiques montrent qu'on a une plus grande part de visites, par exemple à la basilique Saint-Denis ou les Puces de Saint-Ouen, donc qu'on a visité là tout récemment, par ceux qui séjournent en Seine-Saint-Denis. Si on prend le Val-de-Marne, c'est aussi un peu sensible, avec des fréquentations qui sont plus importantes pour ceux qui séjournent dans le Val-de-Marne, pour les visites au parc zoologique donc de Paris, le château de Fontainebleau, le domaine de Vaux-le-Vicomte, Provins, etc. Donc c'est intéressant de voir que les statistiques, en tout cas évidemment, le confirment. Et pour le 92, par exemple, la Fondation Louis Vuitton ou la Grande Arche, ou le musée Albert Kahn. Donc, maintenant, si on regarde le parc donc hôtelier et qu'on le compare finalement aux grandes métropoles, donc on s'aperçoit qu'avec donc les plus de 120 000 chambres dans la métropole du Grand Paris, on a une capacité qui est à peu près équivalente à celle de New York et bien supérieure à celle des autres villes. Avec, par exemple, pour le Grand Londres dispose de plus de chambres, mais une capacité au kilomètre carré qui est 8 fois moindre. Donc, on a souvent tendance à citer la capacité hôtelière de Paris avec les 85 000 chambres qui font qu'avec ce classement-là, finalement, Grand Paris est en tête des métropoles, loin devant Barcelone ou New York. Donc maintenant, vous avez là la répartition, donc avec les données les plus récentes qu'on ait, début 2023, les données donc au TCP et à tout France 2022-2023. Donc on voit évidemment des concentrations, donc ce qu'on disait pour Paris, mais pas uniquement, puisqu'on voit qu'il y a des hôtels notamment dans les communes riveraines et puis sur certains grands pôles, notamment Paris La Défense, le pôle de Roissy. Et puis, on a mis un cadrage un peu large, y compris hors métropole, pour montrer également, évidemment, Marne-la-Vallée et puis Versailles qui ressortent sur cette carte. Donc, évidemment, si vous êtes intéressé pour zoomer sur chacune des communes, c'est tout à fait possible qu'on puisse vous le transmettre. Donc, on dénombre à peu près 2000, près de 2000 hôtels dans la MGP. Avec un système de classement que vous voyez donc sur ces cartographies, puisque ça nous semblait intéressant de montrer les répartitions par niveau d'hôtel. Donc le classement, c'est vrai qu'il a évolué, c'est un classement qui a évolué en 2010 et puis il continue d'évoluer avec certains critères, notamment les critères de développement durable qui commencent à être intégrés dans les niveaux de classement. Alors c'est vrai que c'est à l'hôtelier d'entreprendre une démarche de demande de classement et c'est à lui également d'organiser l'inspection de son établissement tous les 5 ans, ce qui explique la raison pour laquelle on a une catégorie non classée. Mais donc, on voit qu'on a une concentration des 5 étoiles et plus, notamment dans le QCA parisien et la Défense, qu'on a un nombre de 4 étoiles qui est important dans la métropole, qui se développe, et puis majoritairement 3 étoiles et également 2 étoiles qui sont quand même largement présents. C'est sur la carte qui est en bas à gauche. Et puis finalement, des hôtels 1 étoile qui sont plutôt peu nombreux, et notamment hors Paris. Donc il y a très peu d'offres sur cette catégorie. Donc, si on regarde ensuite les détails par département qu'on vous a mis sur ces graphiques-là, donc on voit que dans Paris, il y a évidemment toute l'histoire qui compte avec les hôtels parisiens donc qui ont ouvert d'ailleurs dès le 19e siècle, qui font qu'on a des 4 étoiles et 5 étoiles en nombre important avec les 51%, donc bien supérieur aux moyennes nationales de 31%. Si on prend le Val-de-Marne,
Donc, on voit que ce sont les 3 étoiles, donc en orange, qui sont les plus répandues, donc 48% de capacité d'accueil en niveau 3 étoiles dans le Val-de-Marne. Et puis, donc les 1 étoile et 2 étoiles qui figurent en fait en bleu marine, qui sont finalement répandues de façon un peu croissante, en tout cas si on est en part, donc avec une part dans Paris de 9%, même si en nombre c'est beaucoup, et puis dans le Val-de-Marne, 27% sur le qui est donc le département qui accueille en part le plus important pour ce niveau de catégorie d'hôtel. Selon donc l'OTCP, on a également cartographié l'offre hôtelière qui est complétée par d'autres types d'hébergements, donc résidences de tourisme. On en a à peu près un peu plus de 170 dans le Grand Paris. Donc on peut citer Citadine, par exemple, Adagio, si on veut en prendre quelques exemples qui sont des résidences de tourisme qui se développent. L'hébergement pour les jeunes, donc une 50aine, avec finalement une concentration plus importante dans Paris, et puis les 2 grands campings qui existent, donc avec celui de Champigny sur la Marne, et puis celui qui est près du bord de Seine, dans le bois de Boulogne. Donc ça, c'était pour, je dirais, le portrait de l'offre du parc hôtelier qui existe aujourd'hui. Si maintenant on regarde en dynamique les évolutions, donc là on a pris la période 90-2022, donc on a intégré 2022. On voit qu'on a en nombre d'hôtels et en nombre de chambres une forte évolution qui est un petit peu différenciée selon les départements. Donc on voit qu'à Paris, on a 8% d'augmentation donc en nombre d'hôtels, et ce chiffre est bien supérieur. Si on regarde par exemple pour les Hauts-de-Seine, c'est une plus 71%, la Seine-Saint-Denis 72% et le Val-de-Marne 28%. Ce qui fait finalement une évolution à l'échelle de la métropole du Grand Paris positive de 14% en nombre d'hôtels, et en nombre de chambres, c'est encore plus important puisque finalement aussi les hôtels font des chambres de plus en plus importantes. Et là, les évolutions en nombre de chambres sont très sensibles puisqu'on voit une augmentation dans les Hauts-de-Seine de 126%, en Seine-Saint-Denis 168%, donc c'est en tout cas cette évolution la plus importante. Et puis dans le Val-de-Marne, une augmentation de 52%, ce qui est assez significatif. Et donc à l'échelle de la métropole, une augmentation sur la période 90-2022 de 35%. Donc on voit que la capacité d'accueil est en train d'évoluer puisque elle était de 91% concentré à Paris en 90, aujourd'hui c'est 71%, donc on voit qu'il y a un effort de construction en petite couronne qui est assez significatif. Parmi les évolutions récentes, on s'aperçoit qu'on a une partie importante qui concerne les acteurs, enfin en tout cas de location meublée touristique, puisque donc on estime aujourd'hui qu'on a à peu près 81 000 logements qui font l'objet d'annonces de location meublée touristique à Paris et 122 000 à l'échelle régionale. Donc sur cette carte, on voit apparaître les concentrations qui concernent Paris, notamment la partie rive droite, hein, c'est ce qui figure en foncé, mais aussi les communes riveraines, puisqu'on voit en tout cas de couleur orangée cette part de densité de logements qui sont mis en ligne, qui sont très, très importantes, y compris en petite couronne. Et puis évidemment, plus on va sur les bords de la métropole, moins cette densité de logements est importante. Mais ça, c'est en tout cas une évolution qui est évidemment très marquante que vous connaissez bien. L'autre partie intéressante, c'est le renforcement de l'offre le long du boulevard périphérique, tant côté Paris que dans les communes riveraines. C'est déjà le cas historiquement avec justement des hôtels qui sont aussi des éléments repères un peu phares.
si on prend par exemple la porte-maillot, hein, qui ont été développées, y compris au moment quasiment de la construction du boulevard périphérique, le 25 avril, on fêtera le cinquantenaire. Donc cette offre, elle a continué de se développer. C'est évidemment lié au fait que c'est une grande vitrine pour les enseignes hôtelières, puisque sur le boulevard périphérique, on a 1 million de véhicules par jour. Donc sur la carte qu'on vient d'actualiser, donc on voit l'existant qui est en bordé, puis également quelques projets donc qui sont en rose, qu'on a recensés et qui vont continuer de compléter cette offre. Et puis on a mis en photo justement l'hôtel avec les tours du haut qu'on voit de très loin. Dans les évolutions qu'on souhaitait souligner, c'est évidemment la plus grande diversité. On voit que les codes d'offres hôtelières sont plus importantes, avec des espaces communs, du vivre ensemble qui sont plus importants donc dans beaucoup d'hôtels. Ça, c'est un constat qui se fait, qui a été initié dans d'autres métropoles, et puis évidemment Paris est en train de se remettre je dirais à niveau pour répondre à ces nouveaux besoins. C'est également une évolution pour un développement plus important des auberges de jeunesse qui renouvellent le genre. Donc on peut citer Generator, Christopher Inn que vous connaissez bien, les Pioles ou Jonjo. Les dortoirs, ça finalement qui peuvent répondre, et les chambres familiales à des besoins qui sont nouveaux, avec des nouvelles formes de tourisme. Et on voit bien donc que les groupes hôteliers, en tout cas, déstandardisent leur offre, et sans doute que l'intervenant ensuite en parlera. Donc ils se développent pas uniquement à Paris, mais aussi hors Paris, avec évidemment, comme le phénomène précédent, une évolution qui part des communes riveraines et qui ensuite s'étend. Donc sur ces photos, on voit justement que c'est tout l'investissement de la 5e façade, hein, avec des terrasses et des rooftops pour ces espaces communs qui peu à peu se créent. Donc vous avez en haut à gauche par exemple Mob Hotel qui est à Saint-Ouen, donc qui a donc réinvesti la toiture. C'est évidemment les grands boulevards et puis d'autres formes d'hôtels qui se sont développés. Là, on a mis le bassin de la Villette. Il y a également des hôtels flottants qui se sont mis en place. Donc sur cette carte, on a essayé de faire figurer l'évolution ces 10 dernières années, donc de 2012 à 2022 à la commune. Ce qui permet de montrer que si ces évolutions, elles sont très positives par département, on a des situations qui sont différentes à la commune, avec des gains. C'est ce qui figure en bleu sur cette carte. Les gains en bleu, là, c'est en nombre de chambres d'hôtel. En jaune, vous avez les villes sur lesquelles l'offre est stable. Et puis en orange, sur cette période-là, hein, sur 10 ans, finalement une baisse, une perte de nombre de chambres d'hôtel. Donc là apparaissent donc certaines situations. Donc on voit qu'on a une offre qui est concentrée dans le cœur d'agglomération, avec une diffusion progressive qui se met en place en petite couronne. Et notamment hors Paris, donc avec une dilatation donc spatiale qui se met en œuvre dans les territoires, avec notamment dans le quartier d'affaires, les pôles d'activité à rayonnement comme la Défense, Boulogne-Billancourt, ici les Moulineaux, également Maison-Alfort, hein, Ivry-sur-Seine, Créteil, si on prend ce secteur-là, et Alfortville. Et puis également des concentrations sur les plateformes aéroportuaires, et notamment aux abords de Roissy, puisqu'on voit là qu'on a une très forte évolution. Et puis si on descend à l'échelle d'arrondissement, on voit aussi une bascule, en tout cas des arrondissements centraux sur lesquels il y avait des évolutions et des constructions, et qui se développent davantage aujourd'hui dans les arrondissements périphériques. Donc à partir de là, on a également donc cartographié là tout récemment pour cette présentation, on a regardé les permis de construire, donc à partir de la source Citadelle, ce qui nous permet de les avoir à l'adresse. Et donc là, on voit les évolutions nettes de surface de plancher d'hébergement hôtelier, avec les créations en bleu, et puis des disparitions
qui sont en orange. Donc après, il y a évidemment des vases communicants qui se mettent en place. Donc on dénombre à partir de ces données sur la période 2013-2022 2,4 millions de mètres carrés qui ont été donc de surface hôtelière qui ont été créés à l'échelle régionale. Et si on regarde donc parmi ces 2,4 millions, on a 1,7 million de mètres carrés qui ont été créés dans la métropole du Grand Paris. Donc on voit que très largement, 71% des surfaces créées à l'échelle de la région sont situées dans la métropole du Grand Paris. Et puis on retrouve les concentrations et les évolutions qu'ont développées, mais on voit en tout cas qu'on a une très grande diffusion qui est en train de se mettre en place. On a également regardé par département, par territoire, pardon, donc sur les 12 EPT qui constituent la métropole, la dynamique qui s'est mise en place. Donc là, vous avez donc sur les histogrammes en gris le stock existant qui préexistait, et puis en bleu ce que les projets sur cette période ont rajouté comme offre. Donc on voit qu'on a dans Paris donc une évolution en mètres carrés qui est importante puisqu'on a plus de 700 000 mètres carrés qui ont été créés, mais dont 346 000 qui sont des changements de destination. Ça, c'est important de le souligner, puisqu'il y a beaucoup de changements de destination, de transformation, par exemple, de bureaux en hôtel. On peut citer, ceux qui sont les plus médiatisés pour le moment, Morlan, par exemple, qui était un immeuble de bureau qui a été transformé en partie en hôtel, mais on pourra en citer bien d'autres. Donc 345 000 qui sont des changements de destination. On a aussi ce phénomène-là à l'échelle de la métropole. Et donc après, quand on regarde donc les territoires sur lesquels on a le plus développé cette offre hôtelière sur cette période, on voit Grand Orly-Seine-Bièvre, puisqu'il y a 191 000 mètres carrés qui sont concernés par des permis de construire sur cette période, donc Grand Orly-Seine-Bièvre, ce qui représente une augmentation, une augmentation de 68% pour ce territoire. Paris-Ouest, La Défense, c'est 123 000, donc c'est aussi un territoire sur lequel l'offre continue de s'accroître. Est Ensemble, également, plus de 100 000 mètres carrés. Et puis Pleine Commune, pour n'en citer que quelques-uns, mais on voit en tout cas cette évolution positive qui s'installe. Donc, si on regarde maintenant donc, la dernière partie de cette présentation qui concerne le parc hôtelier demain, là, à partir de là, on a essayé d'exploiter notre base de données projet qu'on fait avec l'ensemble des collectivités et puis les aménageurs. Vous avez donc les programmations hôtelières qui figurent sur cette carte entre 2021 et 2030. En orange, donc on voit par la taille du rond le nombre de mètres carrés d'hôtels qui sont programmés, et au global, ça représente près de 500 000 mètres carrés qu'on a recensés, programmés d'ici 2030. Donc, on voit qu'on a des territoires sur lesquels il y a une plus forte concentration. Donc, on peut citer Paris-Terre d'Envol, ça c'est l'effet plateforme aéroportuaire de Roissy. Paris, dont les changements de destination qu'on évoquait, Paris-Ouest, La Défense, et puis Paris-Est, Marne-et-Bois. Donc on voit qu'on a des polarités finalement qui se consolident donc sur les plateformes et les pôles d'emploi notamment qu'on évoquait tout à l'heure, et qui sont aussi liés aux grands projets de ZAC, notamment qui prévoient certaines surfaces hôtelières. Donc là, sûrement que c'est un petit peu petit, mais on a essayé de détailler par territoire les principales opérations d'aménagement qui incluent des surfaces hôtelières. Donc évidemment, il y a une partie, en tout cas, même si ce n'est pas forcément un nombre très important, mais un hôtel prévu dans le village olympique et également village des médias, mais on pourrait en citer
citer bien d'autres également. Et donc ça, c'est des chiffres évidemment qu'on actualise régulièrement puisque c'est des choses qui évoluent. Et donc pour finir, évidemment, la perspective de l'accessibilité par le Grand Paris Express, qui est une opportunité à la fois pour la fréquentation des lieux touristiques. Ça a été l'objet justement des précédentes réunions de ce club des élus du tourisme, mais c'est aussi une opportunité pour, en termes de programmation, en tout cas développer et renforcer l'attractivité des hôtels qui se mettent en place, notamment hors Paris. Et donc, vous avez également donc en bas à droite les projets. Et donc ça, c'est une carte qui est en cours d'actualisation, qui devrait être finie très, très prochainement pour les hôtels qui sont programmés, puisqu'en fait, on s'aperçoit que finalement, ça bouge tellement vite qu'on a des grands programmes qui sont déjà mis en œuvre très, très rapidement. Et donc pour finir, justement quelques photos qui illustrent ces évolutions. Donc à la fois bon, dans la tour Montparnasse, il est prévu une partie d'hôtel. La tour Pleyel, qui est donc un grand programme, c'est plus de 600 chambres, qui est donc en chantier actuellement à Saint-Denis. L'image sur l'île Seguin, et puis également des transformations de bâtiments et créations à Saint-Ouen, mais on aurait pu évidemment en mettre encore bien d'autres. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous invite à consulter l'étude complète et dont je vous mets le lien dans la conversation. Oui, alors je me permets de dire qu'en fait l'étude, elle a été réalisée il y a un peu plus d'1 an. Et donc il y a des données qui, dans la présentation, ont été largement actualisées, puisque du coup on a utilisé les données 2022. Donc évidemment on vous transmettra le support de la présentation pour l'actualisation des cartes et également des chiffres. Merci Sarah. Très bien. Et puis, on prévoit un temps d'échange à la fin du webinaire, donc gardez vos questions pour le temps d'échange. Je laisse la parole à Monsieur Panayotis. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis content de pouvoir échanger et partager un peu les visions que nous on a. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce qu'on fait, mais je vais être très rapide en quelques mots. Donc, MKG Consulting, on a 2 grandes activités. On a une activité de data, où on collecte auprès des acteurs privés les performances de l'hébergement marchand. On leur restitue des parts de marché, c'est leur outil de pilotage de la performance. Et on fait beaucoup d'études de marché, de valorisation pour l'ensemble de l'écosystème privé qui investit partout en Europe, mais évidemment en Île-de-France, dans le territoire métropolitain et sur les autres territoires au niveau national. Donc, on connaît très bien cet écosystème privé et on fait beaucoup d'observatoires, schémas de développement hôtelier par ailleurs pour différentes régions. Et à côté de ça, on a une partie de presse et événementielle B2B pour ces acteurs-là, pour essayer d'un peu de faire émerger et inspirer voilà, les bonnes pratiques, les nouvelles tendances. C'est vrai que parfois, dans un secteur, on a toujours tendance à finir par s'auto-centrer et se regarder le nombril. Donc, voilà, on essaye collectivement, avec tout le monde, de réfléchir sur ce que vont être les grandes tendances pour permettre notamment à l'écosystème français de l'hospitalité, de garder 15 minutes d'avance ou de pertinence par rapport à l'environnement concurrentiel dans lequel on se trouve. Alors, d'abord, merci beaucoup pour la richesse des informations partagées par la PUR. Je pense qu'on a beaucoup d'informations, donc reste à appliquer et à déployer toutes les bonnes stratégies autour de ça, parce que savoir, c'est décider. Et en tout cas, on a tout ce qu'il faut sur la partie du constat. Donc, je vais plutôt faire une orientation qualitative, même s'il y a des éléments chiffrés. S'il y a des questions autour de ça, j'y répondrai avec plaisir. Mais on vit des momentum. Il y a un momentum qui est un changement sociétal fort au niveau des attentes et qui donc forcément se traduit par la façon dont les investisseurs ou ceux qui opèrent les produits font évoluer leurs besoins. Ça a été évoqué tout à l'heure.
On voit qu'on a l'apparition de ce qu'on appelle, qui est probablement un abus de langage, tout ce qui est lifestyle, où on a vu à travers les auberges de jeunesse réinventer tout ce qui sont des nouvelles formes alternatives d'hébergement marchand. On prend beaucoup de pincettes pour que tout ça soit très large dans le propos, mais voilà, on sent aujourd'hui qu'on a eu une phase pendant 30 ans, on a vécu l'industrialisation de l'hôtellerie et de l'hébergement marchand simplement parce que ça correspondait à un momentum sociétal, c'est-à-dire c'était les 30 Glorieuses, les baby-boomers, la démocratisation des transports routiers, ferroviaires, aériens. Donc, tout ça a amené une nécessité et a configuré l'offre et aussi comment l'offre se répartissait sur les territoires. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on est passé vers d'autres attentes. Et je pense que c'est assez intéressant parce que pour les territoires, ça signifie beaucoup de choses. On est passé aujourd'hui dans une logique où il y a une importance très forte en termes de contenu. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de contenu? C'est plus un sujet marketing. Ça veut dire que même si on va passer un temps limité dans un hôtel économique, 2, 3 étoiles. Ce qu'on cherche après tout, c'est d'être en sécurité, dans des conditions d'hygiène correctes. Mais bon, on va dormir 6 heures, prendre une douche, peut-être prendre un petit déjeuner, et puis ensuite aller vaquer nos occupations. On se rend compte maintenant qu'on a besoin d'ajouter du contenu à ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vers des vrais lieux de vie qui ont une composante peut-être majoritaire ou importante en termes d'hébergement marchand, mais qui avant tout se positionnent comme des lieux de vie. Et on a vu dans les exemples qui ont été mis, les tours du haut, carrément galerie, une enseigne hôtelière, qui se trouve en périphérie. Donc faire un hôtel qui est plutôt positionné sur des 4-5 étoiles, sur du haut de gamme, avec des marqueurs importants en termes de restauration, de design, puisque c'est Star qui a designé les chambres, même si c'est Jean Nouvel qui a fait la tour, en bordure de périphérie, ou de l'autre côté, je crois qu'on a la déchetterie, avec la cheminée qui sort lorsque la déchetterie travaille. Ça nous interpelle quelque part, de nous dire, ben voilà, qu'est-ce qui est en train de changer dans ce paysage et qu'est-ce qui permet à des acteurs privés de déployer des investissements qui ne sont pas négligeables. On ne parle pas je ne vais pas stigmatiser personne, mais un hôtel 1 étoile, un plan préfabriqué, c'était plutôt dans cette zone-là qu'on le voyait il y a une vingtaine d'années. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et de muter. Et en ça, notre secteur est avant tout un secteur de politique de l'offre. Je le schématise, désolé si je vulgarise un petit peu le trait, mais sortons de l'urbanité. Vous prenez une plage de sable fin, vous n'avez pas d'hôtel, d'hébergement marchand, vous n'aurez pas de touristes, vous n'avez pas de route entre cet hôtel et l'aéroport, vous n'avez pas de touristes, vous n'avez pas de carte qui circule dessus, ou de connexion entre les autres villes et cet aéroport. Voilà. Il y a tout un écosystème qui est effectivement assez complexe. Et l'attractivité de cet écosystème, aujourd'hui, c'est le contenu. Donc le contenu en termes d'offres, il va falloir être très attentif sur la configuration de l'offre qui s'insère sur les territoires, parce qu'à la fois, il doit s'ouvrir sur le quartier, il doit justifier d'être aussi sa propre destination. Il faut qu'on fasse attention aux effets de débordement. Je vais prendre des exemples qui ne sont pas franciliens. Si vous prenez des grands salons à Cannes, Festival de Cannes, le MIPIM pour parler de l'immobilier, eh ben, il y a un effet de débordement. Jusqu'à Juan-les-Pins, voire jusqu'à Nice, vous avez un effet de débordement de la demande parce que le point d'attraction, l'épicentre de l'attractivité, déborde sur l'ensemble du territoire. Donc il faut faire attention, on l'a vu dans les statistiques et c'est aussi ce que nous on observe, il y a un rebond qui est très fort du Paris intramuros pour des raisons, je ne commenterai pas là, mais si vous le voulez, on pourra en parler. Et il y avait des vrais effets de débordement. Le fait qu'on ait une activité à la Défense le week-end, je ne suis pas certain que c'est absolument lié aux réunions de travail qui s'y déroulent le samedi et le dimanche. Il y a une logique d'accessibilité de cette offre qui est plutôt hôtelière, qualitative, qui représente une vraie alternative quand en termes de prix ou en termes de disponibilité, on ne peut pas se loger dans Paris, et de pouvoir prendre 2-3 stations de métro et se retrouver sur les Champs-Élysées depuis des hôtels qui sont situés à la Défense, il y a une vraie logique. D'ailleurs, on voit les hôtels qui sont implantés récemment à la Défense, on n'est plus sur l'hôtel traditionnel standardisé et peu importe les gammes, on va être sur du Mama Shelter, sur du Citizen M, sur du Oko Hotel, donc des hôtels qui amènent du contenu en termes de restauration, en termes de design, en termes d'animation des lieux et des parties communes. Et donc voilà, et il va falloir combiner aussi en termes d'attractivité, qu'est-ce qu'on va proposer en termes de contenu, donc d'animation autour de ces hôtels. Comment on va créer cette mixité d'usage
entre un actif d'exploitation qui est un hôtel, qui a du personnel, qui est là pour aller créer du cash flow au sens de l'acteur privé, à travers différentes choses, au prix de l'hébergement marchand, donc acheter des chambres, et qu'est-ce qu'on va avoir en contenu événementiel autour de la destination. Sinon, on risque d'avoir de rater cette opportunité un petit peu des JO, ce momentum dans lequel on vit. Si jamais on a un épicentre, quand l'épicentre de l'activité s'enlève, eh ben, on va peut-être se retrouver avec des phénomènes un petit peu de suroffre, de cannibalisation de l'offre entre différents points d'intérêt. Et donc, il faut arriver à lisser ça. Donc, évidemment, vous l'avez tous compris, c'est important d'avoir une accessibilité en termes de transport qui soit très efficace. Je ne commenterai pas, je sais que tout le monde a parfaitement conscience de l'importance que ça peut avoir, hein, que ce soit sous différentes formes, c'est évidemment important, mais aussi d'avoir des vraies programmations en termes de contenu et d'attractivité autour de ces établissements. Parfois, ils peuvent en faire partie. Parfois, il peut y avoir des équipements qui sont intéressants pour ça, des équipements de conférences, des équipements de salles événementielles, des équipements de restauration divers et variés. On voit maintenant qu'on a du mal à concevoir des hôtels sans rooftop, dans lesquels on va pouvoir faire des after-work. On citait l'exemple du Mobotel à Saint-Ouen. Il y en aura probablement d'autres qui vont venir. Donc voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être particulièrement attentif quand on va favoriser l'insertion d'offres, de nouvelles offres sur le territoire. Il y a aussi un momentum. Donc ça, c'est plutôt le momentum de la demande en termes de produits. Le momentum de l'investissement en termes immobiliers, on sait que Paris et ses environs, ça a une très forte attractivité. Ça représente dans l'imaginaire et le fantasme collectif, notamment des clientèles non courriers, le voyage à faire au moins une fois dans sa vie, je pense dans le top 5 des choses à faire lorsqu'on veut voyager, aller visiter la France, ses savoir-être, ses savoir-vivre, sa gastronomie, son histoire, ses musées. Voilà. Il y a tout un tas de choses qui fait que Paris est extrêmement attractif, la Fashion Week pour ceux qui sont plus sur ces sujets-là. Donc il y a ce momentum qui était évidemment important, et donc les investisseurs le savent, et c'est pour ça que investir sur le territoire, ça mobilise des capitaux et ça a des rendements qui sont un peu plus faibles parce que justement ça marche très bien. On l'a évoqué tout à l'heure dans les informations fournies par la PUR, on voit qu'on a un changement d'usage pour des raisons simples, des raisons techniques simples. D'abord, on a un peu oublié, mais pendant très longtemps, quand on parle côté investisseur, quand on voulait avoir 4, 5, 6% de rendement, on avait de l'obligataire. L'obligataire a disparu pendant 15 ans. Pendant 15 ans, le produit financier des obligations, qui était un produit sécurisant, n'existe plus. Donc l'immobilier a pris le pas là-dessus. Beaucoup d'argent ont été fléchés vers du rendement immobilier, notamment sur du bureau et du résidentiel, qui sont des classes d'actifs avec une vraie profondeur de marché en termes de volume. Et puis, on se rend compte là maintenant qu'avec la remontée des taux, l'équation ne marche plus. Avec le retour de la performance obligataire, l'immobilier doit aller chercher une performance supplémentaire. C'est un peu plus de risque dans l'immobilier qu'une obligation d'État. Donc, on voit que maintenant, il y aura probablement de façon plus différenciée, c'est-à-dire probablement moins puissamment, de l'investissement qui sera fléché sur du résidentiel et du bureau. Je mets de côté ce qui est un petit peu les flagships, c'est-à-dire vraiment l'hypercentre, du triangle d'or. Ça, c'est à part. C'est un peu la haute couture de l'immobilier. Ça suit un schéma qui est différent. Mais pour le reste, quand on est un investisseur, il va falloir qu'on trouve une nouvelle vocation à des bureaux qui sont un peu en berne en termes de locataires, en termes de prix, qui sont peut-être un peu en suroffre aussi, du fait des changements liés au télétravail et aux différents usages de rapport qu'on a au travail et au lieu de travail. Et donc, finalement, qu'est-ce qui va proposer un rendement équivalent ou intéressant pour un investisseur? C'est cet immobilier d'exploitation qu'on peut schématiser avec de l'hôtellerie. Mais de l'hôtellerie avec effectivement une activité de tiers-lieu, dans lequel on va avoir cette mixité entre des clients locaux, donc de proximité, qui vont venir y prendre un café, faire leur rendez-vous d'affaires, passer un bon moment pour des raisons X ou Y, et une clientèle de passage qui, elle, a besoin de trouver un endroit d'hébergement par rapport à un lieu d'intérêt. Alors, où il se passe quelque chose, et c'est en ça que c'est important d'avoir du contenu autour,
où il y a une accessibilité qui permet de se rendre rapidement là où il se passe quelque chose, il y a un vrai centre d'intérêt. Donc cette combinaison entre les deux va être voilà, évidemment assez importante. On a une chance énorme, au-delà d'avoir un héritage en termes d'attractivité qui est extrêmement important. Franchement, en sortie de Covid, avoir la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques, c'est presque une bénédiction. Hein, c'est assez. Enfin, franchement. Bon, après, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais on a quand même une chance extraordinaire par rapport à ces éléments. Si on regarde ce qui s'est passé dans les grands événements sportifs précédents, notamment Londres, c'est un point d'appui qui est assez intéressant. Voilà, il peut y avoir des correspondances assez intéressantes. Ben, on a vu clairement qu'il n'y a pas eu un effet majeur en termes de fréquentation pendant la période des JO à Londres, parce qu'on est des clientèles de substitution. Vous avez d'abord tous les clientèles affaires qui ne vont pas privilégier de se déplacer sur Paris parce que ça coûtera très cher, enfin ça coûtera plus cher pendant la période des Jeux Olympiques que ça n'est dans une période autre, que probablement il y a une émulation autour d'une thématique qui ne correspond pas à leurs objectifs de déplacement, à leurs objectifs de voyage, mais à l'inverse, on aura une visibilité très forte sur d'autres clientèles internationales et elles vont venir. Donc, en termes de prix et de chiffre d'affaires, ça va être évidemment être porteur et intéressant, et c'est ce qu'on a vu dans les hôtels ou l'activité hôtelière à Londres, qui elle aussi avait connu des développements en termes d'offres, comme on l'a vu, c'est le cas actuellement sur Paris et sa métropole. Mais en fréquentation, on va être quand même sur des niveaux qui vont rester assez comparables à ce qu'il y a d'habitude. C'est dans les 2 années suivantes qu'on a observé qu'il y a un effet cumulé entre une clientèle qui reprend ses habitudes hors Jeux Olympiques ou événements internationaux à fort impact et tous les bénéfices qu'on a eus d'avoir une mondialisation, d'avoir effectivement une visibilité au niveau mondial de la destination, de tout ce qu'elle peut présenter. Et là, on a un effet conjoint qui vient pendant 2-3 ans continuer à marquer un impact positif sur les performances économiques de la destination. Et donc, c'est ce momentum-là qu'il faut être en capacité de saisir. Un projet hôtelier, ça prend globalement entre le moment où on y réfléchit et le moment où il ouvre ses portes à ses premiers clients, on est entre 2-3 ans. Voilà, c'est un peu une moyenne. Donc, et puis, il faut rester cohérent ensuite, parce que l'actif est là pour un certain temps. C'est au moins une dizaine d'années pour le rendement pour l'investisseur. Donc, il faut être sûr qu'il soit dans la bonne configuration. Et aujourd'hui, cette mixité, cette hybridation qu'on a dans les produits, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important. Parfois, les investisseurs, puis je terminerai un peu sur ce propos pour laisser des questions, mais ont tendance à privilégier des choses qui sont plus balisées. Faire un hôtel standardisé, économique, sur un territoire de périphérie, c'est prendre moins de risques dans l'investissement, clairement, parce qu'il y a une fonction d'usage qui est importante. Y ajouter des concepts de bar sur le toit, de la restauration un peu sympathique, c'est plus de personnel, c'est plus de charges, c'est plus complexe. Mais à l'inverse, ça vient contribuer davantage à l'attractivité de la zone, à le fait d'avoir une porosité sur les clientèles de proximité, etc., etc. Donc, c'est un équilibre, on est vraiment dans le passage entre ces 2 équilibres en ce moment, et je pense que c'est important pour maintenir sur le moyen et le long terme l'attractivité du territoire, de pouvoir favoriser intelligemment l'insertion d'offres. Après, on peut se dire, est-ce qu'on va créer des phénomènes de suroffre? Là, je pense que, nous, ce qu'on peut observer de façon assez factuelle, c'est qu'il faut laisser l'offre se développer. En laissant l'offre se développer sur un produit d'exploitation qui est l'offre hôtelière, on permet son renouvellement. Et c'est normal. Ce n'est pas un problème. On l'a vu, les bureaux changent d'usage. On va reconvertir des bureaux en hôtels pour diverses raisons. C'est normal que le parc immobilier évolue, se diversifie, et des phases. On est dans un temps d'investissement long. Et il faut accepter qu'une nouvelle offre, par sa dynamique, parce qu'elle va créer, va permettre à une offre qui était en décalage, voire hors marché, de se renouveler en quelque chose d'autre, et ainsi de suite. Et donc, il faut favoriser cette dynamique pour que l'écosystème privé puisse déployer de la créativité, soit challengé, pour renforcer l'attractivité. Chacun de ces acteurs contribue à leur façon
par la distribution au niveau international, par la visibilité des marques qu'elles représentent, etc., à l'attractivité de l'ensemble de la destination. Voilà pour les quelques messages clés, Merci. si j'ai bien compris le fond du sujet. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci pour les deux interventions. Moi, je vais prendre la parole en premier, puis après les collègues, s'ils souhaitent la prendre, lever la main. D'abord, une remarque, Madame Pelou, dans votre propos sur les campings, on avait oublié le camping de Neuilly-sur-Marne, que nous allons d'ailleurs aller avec le réseau d'élus du tourisme visiter le 8 juin prochain. Je ne l'ai pas entendu dans votre planche. Et ce qui m'intéresserait, c'est d'abord, j'espère qu'on pourra, via Sarah ou Florence, récupérer votre PowerPoint, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour nous en matière de diagnostic. Moi, ce qui m'interroge, c'est dans les chiffres que vous avez donnés d'augmentation d'hôtellerie en Val-de-Marne, par exemple, ou en Seine-Saint-Denis, c'est de regarder plus précisément quel type d'hôtellerie on parle en fait. Parce que moi, je vois dans ma commune, on est plus sur de l'hôtellerie. Je mets très à part l'hôtel 4 étoiles Wassian Chinagora, qui est extrêmement bien placé à la confluence de la Seine et de la Marne. Ça reprend le propos de monsieur sur les emprises hôtelières et leur accessibilité. Mais pour autant, mon prédécesseur, je vous donne un exemple très concret qui est aux antipodes de Wassian Chinagora, avait fait venir à proximité d'un parc d'activités industrielles et de loisirs l'enseigne Apart City Hotel, juste à la sortie de la 86. Et puis, au fil des ans, l'enseigne est partie et mon Apart City Hotel est devenu une résidence sociale, gérée par du placement social. Et j'ai beaucoup moins c'est l'histoire de la commune, de l'hôtellerie, de placement, ASE, indigent, voilà, c'est pas de l'hôtellerie plus comme on peut l'imaginer. Et la question que je me posais pour nos départements populaires comme Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis, est-ce qu'on parle d'un mix d'hôtellerie upgradée ou est-ce qu'on parle d'hôtellerie un peu bof, quoi. Voilà. Bon, plus personne ne veut répondre. Je crois que la question était pour Patricia. Oui, plutôt, oui. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, pour le camping, on va modifier. C'est vrai que je regarde la capacité, c'est peut-être lié à la taille, mais bien sûr, on va le rajouter. On vous entend mal, Madame Pelou. On vous entend très mal. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, très bien. J'ai remis le câble. Oui, donc en fait, le camping, on va le rajouter. Et puis après, en effet, les résidences hôtelières qui sont en fait occupées aussi pour l'hébergement et pour les résidences sociales sont en fait, on les a mis à part étant donné qu'on n'est pas vraiment sur du tourisme. Donc par contre, si vous avez besoin en effet des différences, on pourra vous les transmettre puisqu'on a d'autres travaux qui concerne en fait l'hébergement social qui se met en œuvre. Super, merci. Qui veut prendre la parole? Levez la main, les collègues, si vous le souhaitez. Même pas pour une question, une intervention, un exemple de votre Et par territoire. ailleurs, par rapport en fait aux tendances passées sur les catégories en fait d'hôtels, on peut aussi faire la distinction à la commune et vous les transmettre si en tout cas ça vous intéresse. Et là, on est en train de faire le recensement des projets à venir et dans la mesure du possible de faire les distinctions donc par étoile, sachant que c'est vrai que la part des non classés est moins importante dans le Grand Paris que dans d'autres métropoles, mais voilà, on a quand même une partie qui reste en non classé, mais donc on peut vous faire évidemment les statistiques en prenant uniquement, en sortant les non classés. Merci beaucoup. Je ne vois aucune main se lever. Je pense que tout le monde a faim, c'est ça? En fait, je ne sais pas. Où ça? Ah oui, il y en a une. Monsieur Maury. Ah,
Allez, allez-y. Non, pardon, c'est un clic raté. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Si personne n'a de questions, j'ai bien vu qu'on pouvait télécharger l'étude. C'est extrêmement enrichissant. Ah, et je vois des vraies mains se lever. Je me tais. Sarah, vous distribuez la parole parce que moi, je ne les vois pas, les mains. C'est Mairie. Madame Louise. Ah oui, la collègue. Qui nous avait accueillis. Qui nous a à accueillis. Saint-Ouen. Vas-y. Bonjour, alors d'abord toutes mes félicitations pour cette étude qui est fort intéressante et plutôt pertinente au vu des propos que vous avez tenus, par exemple avec l'exemple de la ville, mais des différents axes qu'on retrouve effectivement sur notre territoire ici à Saint-Ouen. Comme Luc le disait, avoir l'effet hôtel, tourisme et social, ce serait intéressant aussi pour voir l'évolution dans le territoire. Nous, à Saint-Ouen, on a encore un nombre constant d'hôtels type 115 et social. Bien évidemment, ça a tendance à décroître et c'est aussi des signaux sur, on va dire, le schéma touristique local et son développement. Nous sommes vraiment un exemple assez pertinent par rapport à tout ce que vous avez dit, puisqu'on a effectivement la 14 qui est arrivée sur notre territoire et avec elle un nombre d'hôtels nouveaux, le Tribe, porte de mairie de Saint-Ouen et dans le village olympique, comme vous l'avez abordé. Donc c'est vrai que ça nous met vraiment à 2 stations du cœur de Paris et donc ça attire aussi une nouvelle forme de clientèle, étant entendu que nous avons aussi sur notre territoire des points d'attractivité avec par exemple les Puces de Saint-Ouen, mais aussi de nouveaux projets qui prennent racine en cœur de ville pour aussi répondre à la clientèle qui peut être d'affaires et qui pour le coup peut aussi se retrouver à faire du tourisme en cœur de ville. Voilà. Merci beaucoup. C'était vraiment sympa, les puces. Hein. Alors ensuite, j'ai... Monsieur Roblot, François. François Roblot. Il a levé, mais... Ouais. Bonjour à tous. Donc François Roblot, je suis comité départemental du tourisme du Val-de-Marne. Donc merci beaucoup pour ces 2 interventions très intéressantes. Oui, alors moi sur ce type d'études, voilà, je trouvais que c'était peut-être intéressant qu'on échange sur justement les bases de données, puisqu'effectivement, comme le disait Monsieur Carvounas, il peut y avoir quelques petits manques ou mais ce qui est normal avec une vision un petit peu plus large, puisque nous, notamment en Val-de-Marne, on a deux auberges de jeunesse et pas simplement qu'une. Mais bon, c'est un détail, mais je pense que voilà, il y a que ce soit sur la veille aussi, puisque je pense que vous avez une veille, nous aussi on a une veille, peut-être que d'échanger ensemble entre l'APUR, aussi les collectivités et l'ensemble des parties prenantes. Je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir échanger là-dessus. Pourquoi pas avoir un petit groupe de travail ponctuel sur ces bases de données et ces projets et cette veille. Sur les hôtels réquisitionnés, effectivement, c'est un gros sujet, puisque nous aussi, on a un peu de mal à discerner les hôtels réquisitionnés. Et puisqu'en plus, il y en a eu beaucoup qui l'ont été pendant la crise Covid, il y en a petit à petit qui ressortent et qui reviennent, en tout cas, dans le marché. Donc ça, je pense que c'est un des sujets qui peut être intéressant à traiter tous ensemble. Et puis, alors j'avais un autre sujet, mais je m'en souviens plus. Mais c'est pas grave, en tout cas, merci pour cette présentation et puis à très bientôt. Merci, Monsieur Roblot. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Bon, il n'y en a point. Je vais remercier tous les participants. On a fait ça sur le format d'1 heure. C'est un premier webinaire. C'était très intéressant. Encore merci aux 2 intervenants. Et je vous donne rendez-vous plutôt le 8 juin prochain, où nous serons donc à Neuilly-sur-Marne
prenez vos maillots de bain. Hein. Et surtout, je vous le dis, comme ça, je ferai le garçon étonné. C'est le jour de mon anniversaire. Comme ça, si vous me fêtez mon anniversaire, je ferai le petit vraiment surpris. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt.